Salut à tous, comme chaque semaine, on se retrouve pour débriefer le dernier épisode de cette saison 8 de The Walking Dead. Vous avez constaté, Julie n'est pas là, elle est au lit, KO, couchée, malade. Ma victoire à la joute et au MVP l'ont sûrement achevé. En attendant, nous, on continue, on rentre dans le vif du sujet, on débriefe cet épisode plein de surprises, pour une fois plein de rebondissements. On en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. Alors juste un petit mot sur la durée de l'épisode avant de rentrer dans l'analyse, vraiment 39 minutes, générique compris, ça fait assez court, je sais pas, j'ai été un peu étonné et c'est de moins en moins long, donc soit ils ont peur de faire des énormes longueurs et du coup ils condensent, ils raccourcissent, soit ils ont plus de budget. La première chose qu'on peut dire sur cet épisode, c'est le cas depuis le début de cette saison 8, on est en plein dans la guerre contre Negan, les armes, les combats, et c'est ça aussi qui fait peut-être que cet épisode est très condensé, très rythmé, très rapide. Alors Rick et sa bande continuent sur cette même lancée qui est d'établir une stratégie sur plusieurs fronts, une stratégie parfaitement huilée, puisqu'on la constate par exemple avec le groupe d'Ezekiel. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils anticipent même ce qu'ils ne faisaient pas avant, les possibles actions du groupe de Negan, et donc ça leur donne des victoires, des petites victoires, possiblement une grosse victoire à la fin, mais on a l'impression que le groupe est en marche et que rien ne peut les arrêter. Sauf que, comme on le sait avec Rick, la victoire peut paraître écrasante, mais elle ne l'est pas réellement, puisque c'est ça, je parlais de surprise et de rebondissement, c'est ça aussi la clé de cet épisode, c'est les dernières minutes où il y a un petit twist, c'est la marque de fabrique de The Walking Dead qu'ils avaient un peu perdu la surprise, le rebondissement, les cliffhangers de fin d'épisode. Cette mitrailleuse qui surgit de nulle part et en fait on recoupe les morceaux. C'est ce que Rick et Daryl cherchaient, mais il n'est pas au bon endroit, il est là où Ezekiel et Carol attaquent. Et donc ça crée une panique, un vent de panique, puisque la mitrailleuse se met à tirer, à déglinguer tout le groupe d'Ezekiel et de Carol. On voit d'ailleurs cette scène incroyable où plusieurs membres du royaume se jettent sur le roi pour le protéger et se font défoncer. Mystère aussi sur le sort d'Ezekiel, est-ce qu'il a été touché? Est-ce que Carol a été touchée? Ça pose des vraies questions sur est-ce que cette victoire est réellement écrasante pour Rick? C'est ce qu'on pensait tout le long de l'épisode et en fait les dernières minutes nous font changer complètement d'avis. C'est un peu le leitmotiv de The Walking Dead aussi, c'est ce que chaque victoire, et c'est le cas dans cette guerre contre Negan, chaque victoire exige des sacrifices et on voit du coup là les victimes commencer vraiment à pleuvoir. Du côté de Negan, on a vu vraiment le Shepard Office Plaza, donc là où ils sont avec Rick, Daryl, Aaron and co. Tous les hommes de Negan sont morts, commencent à se transformer en walkers, c'est une vraie hécatombe. Une autre partie est fait prisonnier par Morgan et Jésus, donc vraiment on se dit les troupes de Negan sont en déroute, sauf que les victimes se multiplient aussi du côté de Rick, puisqu'on voit donc les gens du royaume qui sont menacés fortement par ce gros calibre qui les arrose, et surtout on a des personnages pas primordiaux mais importants quand même qui tombent. C'est le cas de Eric qui a clairement plus de charisme quand c'est un Walkers que quand c'est un être humain normal, et ça nous a donné une scène un peu pleurnicharde assez atroce avec Aaron où il se serre dans les bras, on se retrouvera pas, vous ne vous retrouverez pas, big up à toi, t'as pas fait long feu. C'est le cas aussi de Morales, tout simplement le meilleur comeback de l'histoire, puisqu'il est apparu à peu près 3 minutes à l'antenne et il s'est fait buter dans une scène mythique par Daryl, alors qu'on l'avait quitté Morales prendre en joue Rick à la fin de l'épisode précédent. Là il discute 4-5 minutes dans une discussion assez intéressante dont on parlera tout à l'heure, alors que Rick essaye pour une fois de le convaincre, d'être un peu diplomatique. Daryl arrive et lui met une bonne vieille flèche dans la tête. Ciao Morales, pire comeback ever. Donc pour conclure dans la marche de cette guerre, comme je l'ai déjà dit, c'est un épisode qui tout le long nous laisse à penser que Rick et son groupe sont parfaitement organisés, avancent vers la victoire et que rien ne peut les arrêter, et le petit twist final fait qu'en fait on se dit Negan a encore des coups d'avance et des coups dans sa poche, et ça peut très vite mal tourner pour Rick et sa bande. Mais plus que les affrontements physiques, dans cet épisode, le sujet central, ça reste la guerre idéologique et morale qui est en train de se dérouler entre, bien sûr, le groupe de Rick et le groupe de Negan, mais surtout à l'intérieur du groupe de Rick. On l'avait dit la semaine dernière et ça se confirme, les désaccords et les tensions s'intensifient entre plusieurs membres du groupe de Rick et surtout plusieurs visions de la manière de mener cette guerre. Le plus évident, c'est bien évidemment Jésus et Morgan, puisqu'ils en viennent carrément aux mains, ils se foutent sur la gueule parce qu'ils sont absolument pas d'accord sur la tactique à adopter avec le groupe qu'ils ont capturé. Morgan, avec la complicité de Tara aussi, qui est d'accord avec lui, est contre cette idée de faire des prisonniers, de ramener tout un groupe de prisonniers de Saviors à la colline. Pour lui, ce serait clair, la meilleure solution, c'est l'extermination, comme ça, pas de soucis, pas de personnes à gérer et pas de danger potentiel. On voit que Morgan et Tara, eux, ils mènent cette guerre contre Negan et ses hommes par vengeance. Ils ont chacun perdu un être cher et ils veulent venger leur mort. Alors que Jésus, lui, voit beaucoup plus long terme et son idée, c'est vraiment de construire un monde pour l'après-Walkers, l'après toute cette histoire. Et donc, comment commencer un autre monde sur un massacre? Il dit, il faut commencer à penser à vivre ensemble. Donc cette opposition, ça donne une scène assez hallucinante où Morgan revient dans le Morgan qu'on a croisé dans les saisons précédentes, c'est-à-dire un mec qui vrille complètement, qui a une absence. Là, on a l'impression qu'il n'est pas lui-même pendant un bref instant. Et ça donne une scène de fight avec Jésus, où Jésus le défonce hein, sans aucun souci. Mais on se rend compte que Morgan est de plus en plus instable psychologiquement. J'ai dit la semaine dernière que j'aimais bien sa complexité psychologique et que c'était un des personnages les plus fouillés. Et ça se confirme, mais surtout, ça devient quand même assez dangereux. Au final, dans cette opposition, ce sera d'ailleurs à Maggie de donner le verdict, puisque c'est elle la chef, c'est elle le leader
leader de ce petit groupe à l'intérieur du groupe de Rick. Quand on pense qu'elle est enceinte et qu'elle elle attend un enfant, je pense qu'elle aura cette vision du futur et a envie aussi de construire un monde meilleur. C'est d'ailleurs elle qui doit gérer le cas épineux. Ça commence à être un vrai boulet. Grégory qui revient donc avec la voiture de Gabriel comme si de rien n'était. Qui dit ouais bon bah voilà, excusez-moi, j'ai un peu déconné. C'est à elle de prendre la décision. Des gens s'opposent un peu à son retour parce qu'il a quand même essayé de les trahir 1000 fois, il a jamais réussi, mais bon. Et donc elle est magnanime, elle décide de le réintégrer à la colline. Et là, lui, je le comprends pas. Il devrait faire profil bas, il devrait vraiment se la fermer parce qu'il fait que de la merde. Et alors que les autres arrivent, il intervient dans le débat pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ça commence à devenir un personnage assez marrant. Donc je voudrais pas qu'il meure tout de suite, je voudrais qu'il fasse encore beaucoup de conneries. Et puis, dans cet épisode, surtout, il y a une opposition qu'on n'avait pas vu venir parce que les deux sont comme ça depuis pas mal de temps. C'est Rick et Daryl. Et on sent, j'en ai parlé tout à l'heure, le côté Daryl, il a changé un peu là depuis sa torture avec Negan, etc. Lui aussi est un peu dans cette idée vengeance, pas de pitié, tout ce que je vois je l'extermine. On l'a vu avec Morales où déjà Rick était un peu intrigué parce qu'il était en train de négocier avec lui et d'un coup il se fait buter et il lui dit mais tu te souviens qui c'est quoi. Il fait oui mais je m'en balèque. Daryl il fonce, il en a plus rien à foutre. Alors qu'avant c'était plutôt inversé où Daryl essayait de faire comprendre à Rick que c'est peut-être pas une solution de buter tout le monde sans même leur parler. Et là on est un peu dans un twist où Rick commence à se dire putain mais le mec fait n'importe quoi. Et c'est le cas de la scène proche de la fin où Rick donne sa parole d'homme à ce Savior de le laisser en vie s'il lui révèle quelques informations. Il lui révèle les informations et Daryl, sans même regarder Rick, prend la responsabilité de lui tirer une balle dans la tête tout simplement. Et là, le regard de Rick en dit long. Il dit oula, on va peut-être avoir un problème de point de vue et on n'est pas d'accord sur la manière de mener ce combat. La conclusion de tout ça, et c'est un peu la tendance qui existe depuis ce début de saison 8, la série essaye de faire comprendre aux téléspectateurs, ou en tout cas de l'interroger sur qu'est-ce qui différencie le groupe de Rick du groupe de Negan. L'épisode s'appelle Monsters parce que justement on n'arrive pas à savoir qui sont vraiment les monstres. Au début on se disait vraiment Negan c'est le mal incarné, il est atroce, il est cruel, etc. Et au fur et à mesure on se rend compte que le groupe de Rick est pas si éloigné que ça des manières de faire de Negan. Et c'est le cas par exemple de cette discussion entre Rick et Morales où il lui dit mais putain tu vois pas qu'on est exactement les mêmes. Ça fait bien longtemps que le good cop, l'officier, le bon officier gentil de police est mort, t'es aussi cruel que moi, voire plus cruel. Et c'est le cas aussi avec Morgan qui lui dans ses coups de folie n'arrête pas de répéter on est pareil, et même dans son comportement, sa volonté de tout massacrer, c'est exactement une attitude que pourra avoir le groupe de Negan. Dans ces désaccords qui enflent, il y a plusieurs persos, mais c'est quand même Jésus et Maggie qui m'apparaissent être comme les persos qui peuvent justement faire comprendre au groupe de Rick que c'est en étant respectueux, en adoptant une bonne morale et pas en voulant s'acharner et massacrer tout le monde que ça va réussir. Donc comme d'habitude, très beau message de The Walking Dead, c'est Jésus qui va nous sauver. Alors cette semaine pour moi il n'y a pas photo, le MVP c'est clairement Daryl, il nous a offert une punchline, ça fait bien longtemps qu'on n'en avait pas eu comme ça. Son côté balèque, j'en ai plus rien à foutre, j'adore. Alors je sais que beaucoup d'entre vous auront probablement choisi Jésus, ils me diront que c'est lui le personnage central de cet épisode. Je suis assez d'accord, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis pas du tout d'accord avec sa manière d'aborder le conflit contre Negan. Moi le groupe de prisonniers ça fait bien longtemps que je les aurais tous butés et j'aurais eu beaucoup moins d'emmerdes. Petit bémol quand même, attention, on le sent vraiment craquer doucement, il va bientôt nous faire une Morgane. Et là ça pourrait être hyper dangereux parce que Daryl c'est quand même un perso hyper instable et là j'ai l'impression qu'il s'en veut de la mort de Glenn et qu'il est uniquement tourné vers ça et vers buter tous les saviors sans aucune pitié. Faut quand même un peu de calme et de stratégie. C'est le moment tant attendu des complots du web, toutes les théories qui circulent sur internet et sur la blogosphère comme on disait en 1992. Alors il y a une très grosse théorie qui fait le buzz en ce moment, ce serait un truc assez malade quand même puisque certains avancent que la petite fille qu'on voit dans le flash forward de l'épisode 1, donc qui est avec Michonne, Rick, un peu plus vieux, etc., ne serait pas Judith. Judith serait morte et que cette petite fille serait Gracie, donc le bébé que Rick découvre dans le repère des Saviors. Alors je vous avouerai que j'y croyais pas du tout avant de voir en fait un montage en parallèle de 2 photos et qui est que cette petite fille qu'on voit dans le flash forward dans l'épisode 1, un petit lapin en peluche, et que c'est exactement trait pour trait le petit lapin en peluche qui est dans le lit de Gracie. Donc est-ce que ça annonce un sort funeste pour Judith et ce serait donc la raison pour laquelle Rick est en pleurs, etc. au bout de sa vie? Ce serait un super twist je pense pour la série. Ou alors tout simplement c'est juste pour nous faire causer comme d'habitude, la petite fille a ce lapin, elles sont devenues amies, elles vivent heureux aujourd'hui, des jours paisibles du côté d'Alexandria. Réponse dans les prochains épisodes. Autre théorie un peu moins décisive
décisive celle-là, puisque je sais pas quand est-ce qu'on pourra avoir la réponse, mais il y a des gens qui se demandent si la fameuse batte qu'avait Morales dans la saison 1 est pas celle que Negan a aujourd'hui, et qu'au moment où Negan et ses hommes ont sauvé la vie de Morales, il aurait récupéré en cadeau la batte de Morales, il l'aurait custom un peu en mode barbelé, et ce serait devenu son arme fétiche. Dernière théorie, là on est plus dans les courriers du cœur, dans des affaires un peu de love. Beaucoup de gens, de filles surtout, ont tout de suite pensé à la mort de ce pauvre Eric, à le remplacer dans le cœur d'Aaron, qui pourrait bien combler notre bon vieil Aaron, et les théories se sont posées évidemment sur Jésus. On sait, il l'a dit, qu'il est gay, et je pense que surtout les filles ont envie de voir ce couple un peu de beaux gosses se former. On aura la réponse dans les prochains épisodes. Pour ce qui est de ma note, j'ai voulu encourager un peu The Walking Dead, puisque autant les 2 premiers épisodes m'avaient paru pas forcément bien construits, peu de surprises et pas du tout dans la vibe The Walking Dead qu'on adore. Celui-là reprend un peu du poil de la bête, il est plus court, comme je l'ai dit, je l'ai regretté, mais si c'est la solution pour que ce soit plus rythmé, qu'il n'y ait pas les lenteurs qu'on connaît à The Walking Dead, je suis partant, donc j'ai mis 3,5 sur 5. C'était un bon épisode avec enfin des surprises, enfin des rebondissements et un bon cliffhanger à la fin qui fait qu'on a beaucoup d'attentes pour le prochain épisode. Et parmi ces attentes, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais j'aimerais bien voir un épisode centré sur Negan et Gabriel qui sont donc coincés dans leur trailer et qui sont entourés de zombies. Et je pense qu'ils vont utiliser cet épisode pour aussi se replonger dans le passé de Negan. Et ça, on attend vraiment cet épisode qui revient. Pourquoi Negan est devenu ce qu'il est. Et bien sûr, je pense qu'une des clés du prochain épisode, ce sera le sort de Carol et Ezekiel, là, qui se retrouvent dans un beau merdier. Est-ce que Rick et Daryl vont se diriger à la rescousse de ces 2 personnages emblématiques? Comment va s'en sortir Carol? Parce que j'ai l'impression qu'on va beaucoup parler d'elle dans le prochain épisode. C'est plein de questions et on attend avec impatience les réponses. Voilà, c'est tout pour le débrief de cet épisode prometteur de The Walking Dead. Nous, on se retrouve dès demain pour l'analyse du trailer de l'épisode 4. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!